Donc en guise de présentation, enfin, pour moi il est important de me présenter comme un sculpteur. Et donc voilà, je vous ai fait une sélection de différentes pièces que j'ai pu réaliser, qui je crois ont au moins le mérite en tout cas de montrer, comme je disais, une sorte de paysage assez général de mon travail. Donc je considère que mon travail a commencé... Est-ce que c'est pas trop... Pardon ? Tout va bien, ok. Merci de me détendre un peu. Je considère que mon travail a commencé en 1989 avec cette pièce qui s'appelle La mobilette crucifiée et qui pour moi marque un moment important puisqu'elle marque tout simplement ce que je considère être la rencontre entre ma vie personnelle et ma pratique. D'une manière extrêmement simple et extrêmement simple, dans la mesure où cette pièce, pour la première fois, donc, matérialise une sorte d'implication personnelle, peut-être très superficielle, mais finalement qui selon moi, a une importance essentielle, sachant que donc c'est ma propre mobilette que j'ai choisi de crucifier, me privant de son usage, et en même temps, je l'espère, la sortant de cette mobilette, en tout cas la sortant de son usage du quotidien, pour la transformer en tout cas en un des éléments constitutifs de cette première sculpture. Quand je dois en parler comme ça d'une manière très simple, je dis que cette pièce représente le début de l'ère Rametz, qui est très prétentieux, j'en conviens, et en même temps, avec un petit peu d'humour, en tout cas, marque ce que je considère, donc pour me répéter, le début de mon travail. Il y a cette deuxième pièce qui est venue juste après, donc La mobilette crucifiée, qui en fait, dont le titre est Espace à culpabilité. Le titre précis et complet est Espace à culpabilité, proposition pour mobilier urbain, prototype. Donc cette pièce était énoncée comme étant un prototype, éventuellement reproductible dans des matériaux différents. Et pour la petite histoire, cette pièce avait été présentée pour la première fois dans les jardins de la Villa Arson, était restée un temps beaucoup plus long que ce qui normalement m'était alloué, et cette pièce donc était devenue une sorte de mobilier utilisé quelquefois par des étudiants ou des étudiantes, et les professeurs. La Villa Arson étant une école d'art située à Nice, l'école que j'ai faite. Et quand quelquefois il se passait un mauvais bilan, les professeurs avaient tendance à dire « va au coin de Ramette pour expier tes fautes ». En fait, c'est une pièce, peut-être c'est une manière finalement indirecte de parler, ou directe d'ailleurs, de parler de mon travail. C'est-à-dire qu'il y a très fréquemment une matérialité, une matérialisation d'un objet, mais il y a aussi... Pardon, je suis un petit peu malade, donc j'ai la voix qui se casse un peu. Il y a aussi la possibilité de contourner aussi ce qui, a priori, pourrait être la fonction première d'un objet. Donc là, en l'occurrence, pour moi, en tout cas, par rapport au scénario de ce travail, c'est un objet qui doit rester inutilisé, pardon. Parce qu'en lui-même, en fait, il nie la notion de culpabilité, puisque, a priori, c'est l'utilisateur qui va décider lui-même d'aller se punir. Et moi, je mise sur un processus peut-être un petit peu alambiqué de pensée, qui est que se punissant lui-même, il puisse devenir son propre maître. Donc finalement, la notion de... Vous me direz, non, je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est ce que je dis. A priori, ayant conscience qu'il faille devoir éventuellement se punir, finalement, la notion de punition est évacuée, puisqu'on devient son propre maître, donc. Donc là, ce sont des objets qui datent des années 90. On peut considérer que c'est une série, hormis la mobilette crucifiée. Donc là, c'est finalement une des premières photographies que j'ai réalisées. Et ces photographies, telles que je les réalisais à cette époque, fonctionnaient comme des sortes de certificats visuels qui garantissaient la réelle fonctionnalité des objets qui, principalement, étaient censés être présentés dans des salles d'exposition.
Donc au départ, les objets étaient présentés dans les salles d'exposition, et puis assez vite, il m'a semblé en tout cas intéressant et complémentaire d'imaginer des photographies qui puissent fonctionner comme une sorte de mode d'emploi de ces objets. Donc là, j'utilise la boîte à isolement. Donc la boîte à isolement est un objet qui permet à son utilisateur de s'isoler artificiellement du reste du monde, sachant que là encore, pour moi, ce qui est important, c'est non pas le moment où cette phase d'isolement, mais plutôt le moment de réouverture et donc de redécouverte du monde. Souvent, dans mes objets, dans mes sculptures ou dans mes photographies, il y a des références. Et là, en l'occurrence, au moment où je réalisais cette sculpture, j'avais lu en tout cas un texte qui expliquait que Turner, avant de peindre ses tableaux, s'enfermait dans une pièce obscure pour pouvoir ressentir un peu plus fortement les couleurs et les sensations face à un paysage. Donc pour moi, cet objet fonctionne exactement de ce type-là, c'est-à-dire qu'il y a cette phase d'enfermement, mais surtout cette phase de redécouverte du monde. Donc contrairement peut-être à l'apparence, c'est un objet qui, selon moi, est très positif. Donc là, c'est une autre photographie, la deuxième photographie que j'ai pu réaliser, qui s'appelle les socles à réflexion-utilisation. Et cette photographie, peut-être plus particulièrement, fait une référence donc très directe à un tableau de Caspar David Friedrich qui s'appelle « Le voyageur devant la mer de nuages ». Et finalement, dans la construction en tout cas de l'image, et les socles que j'utilise sont des socles qui permettent de changer de point de vue, de changer le point de vue qu'on aurait si on devait se passer de ces objets. Et la notion de point de vue, vous le verrez par la suite, est une notion qui est, je crois, essentielle dans mon travail. Cette simple idée que, changeant de point de vue par rapport à notre vie en général, ou le rapport qu'on peut avoir vis-à-vis du monde, puisse nous permettre éventuellement de mieux réfléchir face au monde, si on le souhaite, ou en tout cas de relativiser le point de vue qui nous semble être notre point de vue définitif. Donc là, j'utilise un objet qui s'appelle l'objet à voir le monde en détail. Donc c'est un objet qui a un fonctionnement mécaniquement extrêmement simple, puisque donc à partir du moment où on le porte sur soi, finalement, notre champ de vision est extrêmement réduit. Et il permet, si on le souhaite, là encore, éventuellement de réfléchir ou au moins de contempler un élément de détail de ce paysage. Donc toute cette série d'objets est une série que j'avais appelée « objets à réflexion ». Donc le propos de ces objets était de concevoir donc des objets qui permettaient d'expérimenter, quelquefois à l'absurde, quelquefois d'une manière ambiguë, ce qui normalement doit être ou devrait être un processus de pensée. Alors là, ce sont les socles ce sont les prothèses, prothèses à humilité et prothèses à dignité. La prothèse à dignité étant celle de gauche et la prothèse à humilité celle de droite. Non, c'est le contraire. Vous verrez que j'inverse beaucoup de choses, hein, c'est tout à fait normal. Donc c'est le contraire, la prothèse à humilité est à gauche et la prothèse à dignité est à droite. Donc ce sont des prothèses que l'on peut éventuellement porter sur soi et qui, d'une manière acceptée, en tout cas, peuvent contraindre, à nouveau d'une manière acceptée, l'utilisateur d'être mis dans une position entendue, assez cliché, de l'humilité et de la dignité. L'humilité et la dignité étant pour moi deux notions extrêmement constitutives de ce qui pourrait être la construction de soi. Alors là, peut-être, c'est un objet qui... Vous me dites si je vais trop vite ou si je... N'hésitez pas, hein, ça va, tout va bien pour l'instant. Par rapport à ce thème d'ambiguïté, je pense que cet objet est assez emblématique de ça.
C'est une pièce que j'avais réalisée pour une exposition en, je crois, 92 à Vienne, et qui s'appelle, à Vienne en Autriche, et qui s'appelle « La potence préventive pour dictateurs potentiels ». C'est une pièce qui, dans les différents éléments qui la constituent, en fait, il y a différents éléments qui sont très simplement créés à différentes échelles. Donc la potence est créée à l'échelle d'un enfant d'environ 5 ans. Les rambardes, les garde-corps sont conçus pour un adulte. Et donc c'est une pièce qui propose d'une manière assez brutale, finalement, de tenter à l'absurde de prévenir l'histoire. L'âge de 5 ans, je ne suis pas un spécialiste en termes des enfants, mais il me semble, en tout cas, avoir lu disons qu'à vers les 3, 4, 5 années, correspondait aux âges où le caractère commençait à se dessiner. Et donc c'est un objet, une installation donc, qui, dans son scénario, je parle souvent de scénario pour toutes mes sculptures, qui dans son scénario impliquerait en tout cas qu'il puisse y avoir une surveillance monstrueuse des adultes vis-à-vis des enfants, dans cette idée de prévenir des directions dramatiques que l'histoire pourrait prendre. Alors juste petit détail, là aussi, on voit que l'accès à l'intérieur de cette potence est interdit symboliquement par une modeste chaînette, mais cette symbolique est pour moi relativement importante, bien sûr. C'est comme si l'objet n'avait jamais été utilisé. Donc a priori, on le regarde ou on la contemple de l'extérieur. Alors là, ce sont des casques miroirs. Donc ces casques miroirs ont été créés en verre, donc ils sont assez fragiles, on va dire. Et dans les mots qui composent ces objets, donc casque a priori, ce sont des objets qui sont censés remplir un office de protection. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas puisqu'ils sont très fragiles. Mais par contre, ils permettent, je dirais, visuellement et peut-être symboliquement, à leurs éventuels utilisateurs, de savoir qu'automatiquement et mécaniquement, ils sont mis en écho avec le monde qui les entoure. Et c'est donc un objet que j'ai créé en édition, parce qu'il me semblait qu'en tout cas, ça pouvait être complémentaire d'imaginer que l'utilisateur, donc, ou l'utilisatrice, hein, bien sûr, qui porte ce casque ne voit pas ce qui est reflété, et donc il a besoin d'une autre personne pour voir à peu près ce qu'il semble lui mettre en écho. Peut-être un autre objet ambigu qui s'appelle la prison individuelle portable. C'est une prison qui n'a pas de fond, comme peut-être on le voit. Et peut-être vous le voyez moins, mais à l'intérieur donc, de cette prison, il y a 2 poignées qui permettent donc à un éventuel prisonnier de reconstituer une sorte de relative liberté de mouvement. Voilà. Bon. Là, c'est un objet qui est peut-être difficilement compréhensible visuellement, mais qui a pour moi une importance particulière puisqu'il s'appelle le point de vue individuel portable. C'est un objet qui est construit dans sa facture d'une manière, enfin presque un petit comme un chevalet, le chevalet que pourrait utiliser un peintre sur le motif, et qui, de par ces éléments, permet de répondre à une fonction très précise qui est de mettre en position l'utilisateur dans une attitude contemplative. Et finalement, cet objet agit comme une prothèse qui permet, si on le souhaite, de rester peut-être un peu plus longtemps que ce que le corps permet. C'est-à-dire que voilà, ça permet de se mettre en repos, ou en tout cas d'imaginer que si l'on souhaite avoir cette contemplation face à un paysage ou à l'objet qu'on souhaite, on puisse le faire un peu plus longtemps que la normale. En même temps, c'est un objet qui est donc créé sur un axe, et donc qui permet là aussi, enfin là en l'occurrence il vaut mieux pas, mais qui permet, si on le souhaite, d'adopter un point de vue périphérique sur le monde, puisqu'à partir du moment où il est fiché dans le sol, on peut donc le tourner.
Alors là, c'est le miroir qu'on casse, qui date de, je crois, 93. Il faut savoir que de l'autre côté de la face que vous voyez, il y a exactement la même chose. Donc c'est un miroir circulaire. On voit un marteau. Et on peut imaginer que le propos ou finalement l'utilisation la finalité de cet objet est de se saisir du marteau et de briser le miroir, qui a une forme volontairement presque de gong, je crois on dit des gongs, enfin japonisant ou asiatique. Voilà. Alors c'est une pièce que j'avais présentée à Beaubourg il y a pas mal d'années. Et en fait, il y avait eu une sorte un petit peu d'incompréhension, puisqu'il y avait un groupe de personnes qui avaient édité un tract qui appelait en fait à briser le miroir, donc à briser l'objet, pensant que justement c'était sa finalité. Et donc ça avait donné lieu à une scène assez drôle, puisque donc Beaubourg avait eu vent de ces tentatives et avait demandé à une sorte de garde du corps de protéger cet objet un temps donné. Et quelques années après, j'ai appris. Enfin, moi, j'avais pas très bien compris parce que j'étais vraiment complètement étranger à ça. Et on m'a dit, mais ça a tourné. Il y a quelqu'un qui a essayé de le briser, qui s'est un peu battu avec le garde du corps. Et en fait, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que quelques années après, j'ai appris que c'était une amie à moi qui avait cru que c'était moi qui avais édité les tracts. Et donc qui pensait que c'était un contresens de la part de Beaubourg ou une incompréhension que de protéger cet objet qui, selon elle, devait être brisé. Alors une des premières photographies, donc là qui date de, je crois, de 97, qui est une photographie très importante pour moi, parce qu'elle réunit, je crois, pour la première fois, des notions qui sont devenues des notions, pour la partie photographique de mon travail, récurrentes. Pour la petite histoire, c'est au départ une image de rêve que j'ai faite et dont j'ai voulu dessiner au matin la scène donc, de ce rêve. Après, il y a eu un temps relativement long où en fait, j'attendais en gros une proposition d'exposition qui me permettrait de reconstituer donc, cette installation, sachant que pour moi, là, pour la première fois, je crois la première fois, la finalité était de réaliser une image qui fonctionnerait à cette époque-là, c'est ce que j'en disais, comme la reconstitution de ce moment de rêve. Donc c'est une photographie qui est réalisée sans intervention numérique, qui est je dirais purement mécanique, qui a été réalisée comme ça assez rapidement à cette époque-là. Juste petit détail, on peut avoir l'impression que j'ai derrière les reins une structure qui me soulage, mais en fait c'est le pan de ma veste. Hein. Je le précise parce que c'est des remarques qu'on a pu me faire plusieurs fois. Et dans cette photographie, je crois que en fait, cette photographie permet éventuellement d'adopter différentes attitudes. On peut la regarder finalement, bien sûr, très, très rapidement. Et assez vite, si on accepte de lui accorder un temps un peu plus long de regard, on peut s'apercevoir que, par exemple, il y a une tension qui semble être pas forcément naturelle, en tout cas. Que derrière mes pieds, j'ai deux cales qui m'empêchent de glisser. Que dans mes mains, il y a une crispation, ou en tout cas la volonté de me maintenir en force à ce balcon. Et je pense que ces quelques notions que je viens de vous évoquer sont des notions qui sont devenues donc des notions très importantes dans mon travail photographique et dans le parti pris de ne jamais utiliser ou d'avoir recours à l'outil infographique. Et donc de réaliser réellement, rationnellement, mécaniquement les images telles que vous allez les voir par la suite. Donc à l'issue de cette première photographie, et donc celle-ci date de 2000, je crois. Donc il y a eu 3 années qui se sont écoulées. Donc ces 3 années sont importantes parce que en fait ça a été l'occasion de me dire qu'il me semblait qu'en tout cas cette première photographie, donc ce premier balcon, pouvait supporter une deuxième et éventuellement une série. Donc là, par exemple, la deuxième photographie a été réalisée à Hong Kong, sachant que
elle n'était absolument pas prévue. C'est-à-dire que j'avais été invité à Hong Kong pour faire une conférence. Et puis, voilà, le hasard des rencontres sur place a fait que je suis rentré de ce premier séjour en me disant qu'il me semblait important que cette deuxième photographie soit réalisée, sachant qu'il y a eu une chose auquel je suis moi très attaché, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de quiproquo sur place. Donc à Hong Kong, j'étais dans un restaurant avec un expatrié français. Peut-être on avait bu un bon Bordeaux. Et en fait, cet expatrié français voulait finalement me proposait de réaliser une image, mais il essayait de me transmettre une image qui n'était pas du tout l'image que vous voyez là. Et donc ce heureux quiproquo, pour moi, en fait, est venu que je suis toujours fasciné par les moments où on veut vous transmettre une image, et finalement, l'image transmise n'est pas celle que vous souhaitiez transmettre, mais il y a quand même eu une image qui a été transmise, ou une suggestion. Donc là, cette photographie fonctionne exactement sous cet angle qui, pour moi, est un angle très, personnellement en tout cas, très agréable et très enrichissant. Donc c'est une photographie qui a été... J'insiste peut-être un peu plus sur cette photographie parce que c'est une photographie qui... Peut-être on peut considérer qu'elle est un peu plus emblématique de mon travail. C'est une photographie qui a été pas mal vue, pas mal utilisée sur des supports différents que les miens, avec mon accord, bien sûr. Et c'est une photographie qui a nécessité plus particulièrement un temps de préparation assez long. Voilà. Donc il a fallu en tout cas à peu près 2 ans pour la préparer, sachant qu'il y avait beaucoup de difficultés, à Hong Kong précisément. Donc là, par exemple, je vous montre une sorte de photographie qu'on ne voit pas si fréquemment, qui montre la structure qu'il avait fallu concevoir pour réaliser donc, cette image, sachant que donc, c'est un architecte français expatrié à Hong Kong qui avait pris en charge cet aspect essentiel de la fabrication du balcon, qui avec beaucoup de patience m'a expliqué le principe de la poussée d'Archimède, chose que je sous-estimais tout à fait. Donc c'est lui qui a pris le parti de concevoir cette structure flottante qui a fonctionné vraiment extrêmement bien le jour de la prise de vue. Pour la petite histoire, nous avions 2 jours de prise de vue. Le premier jour, on avait trop lesté donc, la partie inférieure de l'objet. Et donc, j'ai coulé face à tous les sponsors qui arrivaient pour un déjeuner. Donc, cette proximité du fiasco aussi m'a beaucoup intéressé. Enfin, je ne la recherche pas, mais en tout cas, ça a été un moment pour moi très, très fort. Je me souviens que lors du déjeuner, justement, plusieurs des sponsors... Alors, par exemple, il y a eu Gaz de France, il y a eu Hermès, il y a eu... la Lyonnaise des Eaux. Mais je ne sais plus qui, peut-être quelqu'un qui représentait la Lyonnaise des Eaux m'a dit « Mais pourquoi vous ne faites pas ça en infographie au lieu de vous embêter ?» Voilà. Donc je trouvais qu'il y avait, face au fiasco, ce qui pour moi m'apparaissait comme une sorte de proposition qui allait plutôt vers la facilité, alors que je pense que la photographie prend une consistance particulière à partir du moment donc, où elle a été réellement créée. Alors une autre photographie qui s'appelle L'éloge de la paresse, qui, voilà, moi je pense qu'elle est, enfin, j'espère en tout cas assez clairement lisible. Donc c'est un objet prothèse sous la forme de ce ballon qui est censé accentuer ou permettre ou accélérer une sorte de processus d'allègement de la pensée. Oh, pardon. Le fauteuil à coup de foudre, qui est un fauteuil à conversation, comme on le voit, mais qui est équipé d'un paratonnerre et qui permet donc à un éventuel couple de se mettre en situation d'attente du coup de foudre. Alors cette photographie est une photographie qui a été éditée, donc qui a une existence en tant qu'édition photographique. Et cette photographie, moi je la trouve assez intéressante dans la mesure où c'est une photographie qui montre une sorte enfin, c'est une image déceptive. Le coup de foudre ne s'est pas passé. Et l'ambiance mélancolique de la photographie, accentuée par cette sorte de saison pré-hivernale, ou plutôt c'est l'automne. Moi, j'ai pas l'air forcément très souriant, c'est pas forcément une habitude chez moi d'être très souriant. Et cet ami qui pose à une mèche blanche naturelle, et tout ça accentue une sorte de lecture laborieuse de ce coup de foudre qui n'est pas encore arrivé. Donc, paradoxalement, je crois, accentue la présence de cet objet.
Donc le canon à parole. Donc c'est une proposition de porte-voix, dont pour moi l'installation idéale aurait été d'imaginer que ça puisse être installé par exemple dans un jardin public, en tout cas dans une ville, et que par l'intermédiaire de cet objet, il puisse, j'essaie de trouver la phrase en français, enfin en bon français, qu'en tout cas cet objet puisse être à l'origine de la création de dialogues avec des personnes qui, a priori, peut-être ne se parleraient pas. Et c'est un objet qui est finalement assez brutal dans les éléments qui le composent. Il y a un côté un peu canon, il y a un viseur sur la partie supérieure, donc qui permet de cibler la personne à qui l'on souhaiterait éventuellement parler. Et puis là aussi, il est dirigeable dans tous les sens. Alors là, je ne me souviens plus du titre, mais c'est en tout cas, en gros, c'est une vitrine qui est laissée à disposition, donc ouverte dans un lieu d'exposition, et qui permet à ceux qui le souhaitent, en tout cas, en rentrant par cette discrète entrée, de pouvoir s'installer dans la vitrine, s'exposer au regard de tout le monde. Et c'est la manière, en tout cas, dont on rentre dans cette vitrine est assez proche, en tout cas, de l'idée de la transgression. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre par un accès qui est discret, on est obligé de ramper. Enfin, c'est a priori pas l'endroit où l'accès serait spectaculairement autorisé. Voilà. Donc cette idée comme ça de dépasser cette transgression fait partie vraiment prenante du scénario de cette vitrine. Le cerveau réfléchissant. Alors là, la photographie ne permet pas d'appréhender l'échelle. Donc c'est un cerveau dont les dimensions ont été multipliées par 3. Donc il y avait cette idée que cet agrandissement de cerveau pouvait éventuellement permettre de le voir, de le lire comme une sorte de cerveau générique, de le sortir en tout cas de l'échelle humaine. Et puis, très simplement, cet agrandissement accentuait aussi l'effet de réflexion qu'il y avait de l'objet par rapport à la salle dans laquelle il était installé et surtout par rapport aux regardeurs qui souhaitaient le regarder. Donc le titre est Karaoké pour dictateur potentiel. Donc c'est une proposition de salle entre le spectacle et le meeting, une salle de meeting, qui a un fonctionnement, si on le souhaite, très précis. Donc il faut savoir que sur la scène, il y a un micro qui est en état de marche, que à l'intérieur de cette caisse, située à côté du micro, il y a un téléviseur témoin qui diffuse exactement les images qui sont, elles, diffusées en grand écran. Et ces images donc, sont en fait un karaoké qui comprend une sorte de sélection très absurde de discours de dictateurs du XXe siècle. Et donc, c'est un espace ouvert et qui permet à ceux qui le souhaitent éventuellement de monter sur scène et de pouvoir redire des discours de dictateurs. Dans sa facture, c'est une salle qui est comme ça, assez austère. Est-ce qu'on peut y voir une sorte d'ambiguïté, en tout cas, telle que je comprends l'ambiguïté, à savoir que c'est une pièce qui est un peu sur le fil du rasoir. Moi, quand j'imagine une scène d'utilisation, ou le scénario à nouveau de cette installation, j'imagine plutôt un public qui va se moquer des dictateurs et qui va les jouer à l'absurde, ou rejouer les discours. Et en fait, je pense que là aussi, ça rejoint cette idée de point de vue. Je pense que l'effet premier ou recherché de cette installation est de se rendre compte que finalement, tous ces dictateurs et le contenu de leur discours est absolument ridicule et que donc ils fonctionnent à partir du moment où la foule elle-même peut être mise en situation d'adhérer ou pas. Alors là, c'est un point de vue, donc c'est un point de vue inaccessible, mais par contre, on peut effectivement, si on le souhaite, tenter d'imaginer quel serait le point de vue qu'on aurait si on était installé sur cette chaise inaccessible.
Je vais peut-être accélérer un petit peu parce que je crois qu'il y a beaucoup d'images. Donc là, c'est un plongeoir. Alors c'est une pièce qui, pour moi, en tout cas, fait une référence assez particulière au saut dans le vide de Yves Klein. En tout cas, on peut y voir de cette référence-là. Une photographie que j'ai réalisée en Égypte et qui s'appelle, dont le titre complet est Le socle rationnel et le sous-titre est Hommage à la mafia, donc qui comporte, qui en tout cas reprend une sorte de système d'élimination très cher à la mafia, et en même temps qui fait pour moi, en tout cas dans l'intention, c'était un hommage inversé au socle magique de Manzoni. Donc il y avait pour moi en tout cas dans la construction du scénario de cette photographie, de cette référence. Pour la petite histoire, je ne sais pas s'il y a d'autres... Pour la petite histoire, cette photographie a été faite en Égypte dans un hôtel où il y avait beaucoup de mafieux russes. Et en fait, il y avait un plongeur qui était chargé de demander à ces mafieux russes qui venaient voir avec leur masque ce qu'on faisait et de les écarter du champ de la photographie. Moi, je trouvais personnellement très drôle de savoir que ces mafieux russes qui étaient en repos dans cet hôtel pouvaient avoir une sorte de retour de leur travail sur leur lieu de vacances. Et je pense qu'ils m'ont pris pour un zinzin, c'est-à-dire que tous les matins, ils me voyaient mettre mon costume et partir sous l'eau avec une équipe de plongeurs. Et en général, donc, on ressortait une fois que les bouteilles étaient... Enfin, avant que les bouteilles soient épuisées. Donc je pense qu'ils nous ont pris pour des mafieux français, c'est peut-être possible, qui répétaient quelque chose. Donc là, c'est une petite photo, bon, voilà, très anecdotique, mais que je trouvais très drôle parce que, en fait, voilà, j'allais à mon travail tous les matins pour réaliser cette photographie. Alors là, je crois qu'il y a une série donc, qui est plus accentuée sur le travail photographique. Donc mon travail photographique part toujours d'un dessin, qui est un dessin purement imaginaire au départ. Donc voilà, par exemple, un type de dessin tel que je peux le réaliser. Ce dessin fonctionne pour moi comme un synopsis, synopsis et storyboard. Storyboard, comme dans le cinéma, on va dire. Et il a en tout cas une vertu très importante, c'est qu'il me permet d'aller voir le photographe, qui est le vrai photographe de mon travail photographique, donc Marc Domage, puisque ce dessin en fait suggère le pré-cadrage de la photographie et l'ambiance générale, sachant que bien sûr, comme vous le verrez, il y a bien sûr des différences entre le dessin et la concrétisation et le passage à l'acte de la photographie. Donc voilà, là je vous montre des dessins peut-être un petit peu rapidement. Vous me dites si c'est trop vite ou... Voilà. Donc là, c'est le résultat. Alors, est-ce que c'est... Oui, bon. Donc là, je tiens à dire que la photographie là est dans le bon sens, hein, pas comme sur le carton qui est dans l'entrée. Mais ça m'arrive très fréquemment. Hein, il y a toujours, en fait, quand j'ai quelquefois des publications, à la galerie, on met toujours, on a commencé à mettre haut, bas, d'une manière assez discrète, et maintenant c'est devenu en rouge, haut, en très gros, haut, bas. Et je pense qu'il y a toujours un graphiste ou quelqu'un qui fait la mise en page qui se dit mais c'est pas possible, ils se sont trompés, il faut la remettre à l'endroit. Et en fait, ils la mettent à l'envers. Donc là, c'est une photographie qui a été prise pour la petite histoire à Montmorin. Donc là, vous voyez quelqu'un qui m'aide à m'installer. Donc j'aurais dû faire un montage un peu différent, ça aurait permis de voir... Donc là, par exemple, vous voyez une sorte d'installation type. Donc il faut savoir que pour réaliser ces photographies, en amont, je travaille avec un ami designer qui s'appelle Mathieu Paillard et avec qui je réalise ce que moi j'appelle les prothèses, mais qui sont, appelons ça aussi des structures métalliques, qui me permettent donc d'être réellement dans la position que la photographie va par la suite montrer. Ces structures métalliques ou ces prothèses sont conçues pour être les plus discrètes possibles. En premier plan, l'appareil photographique. En deuxième plan, Marc Domage, donc ce grand ami qui accompagne mon travail photographique depuis maintenant 1995.
Et celui qui se tient à ma jambe est Mathieu Paillard, donc cet ami designer qui m'aide à concevoir ces structures métalliques. Donc là, on voit une installation. Bon, je trouvais que c'était... En général, on ne voit jamais ces photos de making-of, mais en tout cas, dans le contexte de l'apprécie, je pense que c'était bien de montrer aussi, appelons ça l'envers du décor. Il faut savoir que, par exemple, pour cette photographie, j'avais la tête en bas, c'était extrêmement inconfortable. La prothèse n'était pas très bien conçue, donc j'avais peur de me casser en deux, de casser mes bras au premier coup de vent. Donc enfin voilà, il y a toujours quelquefois cette appréhension sur certaines images. Celle-ci était la première qu'on avait réalisée pour cette série. Pardon. Donc voilà, là, on avait un tractopelle, hein, j'étais très fier, alors je le montre. Donc voilà, cette photographie qui a une petite histoire. Il faut savoir que juste après la prise de vue, le fait que la photographie a été prise, la prothèse a lâché. Donc je suis tombé sur la table, j'ai cassé la Jeep qui était une Jeep de collection en céramique. Là, j'étais chez un ami. Mais il y a quand même, si je dis ça, c'est qu'il y a aussi, quelquefois, en tout cas, c'est pas la recherche d'un risque, parce que c'est absolument pas ça, mais il y a eu quelquefois, en tout cas, où on a frôlé, appelons ça, des retours à la réalité. Voilà. Moi, quand je suis installé sur mes prothèses, j'ai des moments comme ça, presque oniriques, où je me dis, tiens, là, j'accède à un point de vue que je n'ai jamais eu, considérant que je peux, moi, tourner la tête et voir une pièce. Et en même temps, de temps en temps, il y a ce retour à la réalité, quelquefois assez brutal. Là, c'est une photographie aussi qui avait été très drôle à réaliser, puisque donc on l'avait réalisée à Julouville, je crois, en Normandie. Et c'est une photographie qui avait été très simple. Enfin, l'installation avait été très rapide et très simple. Et là, on était sur une plage qui était très longue. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette plage en Julouville, en Normandie. Et cette plage fait 3 km. Donc, en fait, il y a des gens qui commençaient leur promenade et qui n'avaient pas vu l'installation. Donc, plus ils s'approchaient, plus ils me voyaient. Parce que là, il faut savoir que pendant la prise de vue, je dis à Marc le photographe, est-ce qu'il faut que je relève la tête, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Et donc, ils sont passés comme ça le long de trucs, mais qui ont vu un zinzin, à nouveau, accroché comme ça, tenir dans une position irrationnelle, a priori, qui continuait à parler avec le photographe. Mais moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que finalement, ils ont continué à passer sans se poser plus de questions que ça. Et je trouve que c'est des moments périphériques, mais des moments de bonheur et plutôt drôles. Et là, c'est une photographie que je n'avais pas prévue au moment de la conception de cette série, et qui est une sorte d'hommage indirect à l'artisan qui a construit les prothèses, que j'avais été visiter dans son atelier, et face à qui j'avais émis des doutes sur la justesse de ces concrétisations et sur la solidité surtout de ces prothèses. Donc en fait, là, j'ai reconstitué une scène qu'il a faite devant moi, où je l'avais un peu énervé, et en fait, dans la scène réelle, il me dit « Monsieur Hamed, c'est très solide », il a allumé une cigarette et il essayait de me montrer à quel point c'était solide. Et j'avais trouvé le hasard de l'endroit où je me trouvais, a fait que la prothèse a disparu complètement, et que donc j'étais face à une image qui m'a semblé être plutôt très riche. Donc là, par exemple, pour cette photographie, peut-être plus que les autres, si on la regarde avec un peu plus d'attention, on peut s'apercevoir, par exemple, que discrètement, il y a 2 morceaux de bois qui sont installés derrière ce bureau, et que ces morceaux de bois ont une fonction extrêmement précise, puisqu'ils sont là pour empêcher que le bureau bascule. Et si je dis ça, c'est que pour moi, en tout cas, je ne vais pas dire que ces photographies fonctionnent comme des sortes de rébus qu'il faudrait décrypter ou en tout cas lire avec un peu plus d'attention, mais ces morceaux de bois discrets sont pour moi des sortes d'incohérences. En tout cas, ils n'ont pas à être là. Normalement, ils n'auraient pas à être là, mais ils sont là parce qu'ils participent à la concrétisation de la photographie. Donc ce sont des sortes de figurants essentiels. Donc voilà, ce type de photo. Donc là, c'est à Monaco. Là, il y a une photographie qui est quand même très directement aussi, non pas inspirée, mais en tout cas qui fait un clin d'œil très direct à Yves Klein, Le saut dans le vide. L'inversion de pesanteur. Voilà. Et dans l'exposition donc, que j'avais réalisée, j'avais pris le parti, à la Galerie Xipas à Paris, j'avais pris le parti à l'époque de montrer, donc bien sûr les photographies, mais aussi ces prothèses présentées sur des socles dans les situations, à peu près les positions en tout cas qu'elles avaient
été amené à prendre au moment des prises de vue. En fait, pour moi, je crois que c'était un moment où j'avais du mal à estimer le statut de ces objets, sachant que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc j'avais réalisé en tout cas ces prothèses à humidité, ces prothèses à dignité. Et pour moi, le pont entre mon travail photographique et mon travail de sculpture, il est justement dans ce type d'objet. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait, enfin je le crois en tout cas, si je n'avais pas fait les prothèses à humidité, les prothèses à dignité, jamais j'aurais fait ce type de travail photographique. Donc c'est pour ça que, toujours, peut-être à l'absurde, pour moi il est important de me présenter comme sculpteur, un sculpteur qui réalise des photographies ou des images, mais surtout pas un photographe, au sens où je l'entends. Donc là, par exemple, la prothèse qui est présentée, la prothèse que j'utilisais dans la version de pesanteur sur la tour. Voilà. Donc là, j'ai réalisé, là c'était, je crois, en 2003, ce type de sculptures, qui sont des sculptures... certains critiques appellent ça des sculptures illusionnistes. Moi, ça me plaît beaucoup, cette définition. Donc ce sont des sculptures qui sont en bronze, mais qui sont peintes d'une manière hyper réaliste et qui, pour moi en tout cas, utilisent ce que j'évoquais tout à l'heure, ces quiproquos. Pour moi, c'est une sorte de quiproquo visuel. Et ça mise sur le fait qu'à un bref instant, on puisse se dire, tiens, c'est possible. Après, bien sûr, le rationnel reprend le dessus et on se dit, bah oui, je me suis laissé berner par cette image. Mais donc, ce qui m'intéresse, en tout cas dans ce type de sculpture, c'est ce bref moment où les certitudes peuvent tomber ou au moins être remises en question. Bon, là, c'est une photographie qui était une photographie de commande qui m'avait été passée par la ville de Paris. Donc, et cette photographie avait été utilisée pour la Nuit Blanche en tant qu'image de communication, donc en 2005. Donc par rapport à ces sculptures, la première sculpture que vous avez vue, il existe aussi ce modèle de sculpture voilà, qui fonctionne en tout cas avec les mêmes ingrédients. Alors ça, c'est une installation que j'avais faite au musée d'Amiens, qui en fait est une... je ne sais pas si ça avait été très bien pris, mais donc c'est une salle d'attente. Donc qui permettait en fait dans ce lieu d'exposition d'être mis en face donc d'une horloge et de contempler, en tout cas c'était la finalité, de contempler le temps qui passe. Alors, une nouvelle série photographique qui est une série de marine et sous-marine. Vous voulez que je vous raconte une petite anecdote sur celle-ci, très brièvement? Alors en fait, il faut savoir qu'il y avait deux jeunes filles qui étaient en fait au bout du ponton. Alors là, on peut considérer que c'est une concession à l'infographie, donc je les ai effacées au final parce que j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas très photogéniques. J'ai honte de parler comme ça, mais c'était quand même le cas. Et c'est là où le travail en équipe, quelquefois, peut être assez compliqué. C'est que, donc pour réaliser ces photographies, j'étais avec une équipe de 7-8 personnes, dont plusieurs plongeurs, qui étaient des grands dragueurs et qui, en fait, à peine arrivés sur le site, ont commencé à draguer ces jeunes filles. Mais je trouvais qu'ils les draguaient plus sur le principe de la drague, mais pas pour la... Enfin, il n'y avait pas vraiment de séduction, en tout cas, dans leur... Donc ils m'ont un peu devancé, donc ils les avaient nommés pour être... les deux jeunes filles qui allaient poser, et ça n'allait pas dans la photographie, selon moi, hein, qui suis au final le seul décideur. Donc voilà, j'ai décidé de les enlever. Mais je pense que cette photographie aurait été différente s'il y avait eu ces deux jeux, enfin en tout cas une personne sur le phare. Donc là, ce sont des photographies qui ont été réalisées donc, réellement sous l'eau. Là, je suis en apnée, j'ai le corps qui est lesté d'une manière très simple mais très efficace, qui me permet de conserver, malgré les courants, une position a priori dite normale. Et ce sont des photographies qui nécessitaient une sorte de préparation, on va dire, assez précise, dans la mesure où, dès que j'en ressens le besoin, j'appelle un plongeur qui, lui, est hors champ et qui vient me donner de l'air dans son détendeur. Donc, en fait, ça impliquait une sorte de chorégraphie assez bien réglée, puisque je suis encore de ce monde.
où tout était extrêmement précis, aussi bien l'arrivée du plongeur qui venait me donner de l'air que les moments où les bulles de ma respiration sortaient du champ de la photographie et où le photographe donc pouvait prendre l'image. Là, c'est la paresse. Chaque photographie a une sorte de titre. Là, c'est la paresse. L'attente. Celle-là, je crois qu'elle n'a pas de titre. Alors ça, c'est une photographie qui implique un grand débat avec mon galeriste, puisque lui pense... Alors je ne sais plus qui pense quoi, mais on a eu un grand débat sur si le personnage devait être en haut ou en bas. Et en fait, on a trouvé, je trouve, une solution tout à fait bien, c'est qu'on a mis 4 crochets, donc finalement, on peut la regarder dans les deux sens. Là, c'est le contact, l'ascension, la pause, et là, je crois, l'arrivée. Alors là, c'est une pièce qui a été donc acquise par le château de Chamarande, donc qui est un lieu d'exposition, qui a été un lieu d'exposition en banlieue parisienne. Et c'est une pièce qui fonctionne là encore sur ce principe de quiproquo visuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un château qui a, comme souvent les châteaux de cette époque-là en particulier, qui en fait a un parc qui permet d'avoir une perspective extrêmement grande, ample. Et donc cette pièce, elle est conçue en prenant en compte, cette possibilité de voir le château de très loin. Donc sur la façade de ce château est posée une échelle qui a été agrandie, je crois 4 fois. Et donc cette pièce fonctionne comme une sorte de quiproquo visuel dans la mesure où quand on est éloigné du château, le regard se règle plutôt sur l'échelle, et donc le château apparaît beaucoup plus petit que ce qu'il est. Et plus on s'approche de la pièce, plus c'est le contraire. Voilà. Donc là, c'est l'ombre de moi-même, une installation. Je pense que cette photo est mieux. C'est une installation que j'ai réalisée à un moment où justement j'avais mis en sommeil mon travail photographique. Donc je pense que c'est 2006. Mais où j'avais utilisé les accessoires qui me sont utiles dans mes photographies. Donc le costume, cravate. Et donc c'est une installation. Donc il faut savoir que dans l'installation, le projecteur fait partie de l'installation. Et qui, comme vous le voyez, en tout cas suggère une présence, une sorte de présence absente. Bon, là, c'est une pièce qui n'est pas très intéressante. Bon, c'est comment ça s'appelle, un nécessaire à manipulation de marionnettes. Bon, alors là, c'est une pièce que j'avais montrée au MAMCO à Genève, qui s'appelle l'Espace Meeting pour enfants. Voilà, qui est une pièce... est-ce qu'on peut appeler ça ambiguë? Oui, je le pense. Voilà, comme vous le voyez, tout est à l'échelle d'enfants. Les couleurs criardes sont censées être fonctionner plutôt avec des enfants, et puis il y a cette possibilité offerte, en tout cas, ou de se préparer à devenir un orateur, ou alors de jouer avec des éléments constitutifs d'une société qui ne sont pas toujours les éléments les plus agréables. Là, c'est un fauteuil sitcom. Donc c'est un fauteuil qui peut avoir comme ça, dans sa fabrication, dans son apparence, un côté assez austère, pardon. Et puis il y a un système électronique qui fait que quand on s'assoit dessus, il y a des rires de sitcom qui se déclenchent. Donc ces rires de sitcom qui sont censés accompagner normalement, ou accentuer plutôt dans une sitcom un moment qui souvent n'est pas très drôle, mais les rires sont là pour nous signifier que c'est un moment plutôt drôle. Là en fait ça peut fonctionner comme une sorte d'objet de torture où finalement même des gestes a priori absolument pas drôles puissent devenir, ça puisse être une suggestion finalement à rire de choses qui ne sont pas forcément risibles, qui sont plutôt de l'ordre du quotidien. On peut y voir peut-être une sorte de référence, de douce référence ou de discrète référence peut-être à Debord ou à d'autres.
Donc là, c'est le titre, c'est La traversée du miroir, entre parenthèses, image arrêtée. Donc en fait, c'est une installation qui permet de se mettre en situation finalement de s'approcher visuellement de ce qu'on ressentirait si on pouvait réellement traverser un miroir. C'est-à-dire que là, en gros, si on devait donner une notion de temps, je dis, allez, une demi-seconde avant la traversée du miroir réel, finalement, on verrait ça. Donc la fonction de cet objet, c'est juste de suggérer cette possibilité, enfin non, plutôt cette impossibilité, mais en tout cas de s'approcher au maximum de ce qui pourrait être possible. Pour moi, enfin, je vois toujours, quand je parle de cet objet, je vois toujours une scène d'un des films des frères Cohen, je ne me souviens plus du tout le titre là comme ça, et en fait, il y a quelqu'un qui est caché dans un placard, je crois, et quelqu'un essaye de le trouver, et en fait, c'est un gros plan sur sa main, sur la main de celui qui essaye de le trouver, et en fait, il est à 1/10 de millimètre de la personne, mais finalement, il ne peut pas aller suffisamment loin pour le découvrir. Donc pour moi, il y a de cette notion-là. C'est un peu comme le Big Bang, si vous voulez. On ne pourra jamais, a priori, remonter sur... on s'en approche, mais on ne pourra jamais aller au moment précis. Donc là, c'est aussi une sculpture qui avait été présentée au MAMCO, donc à Genève, qui s'appelle le Punching Stone, donc qui est censé présenter comme un objet d'entraînement. Il faut savoir que c'est une pierre. Je pense que je vais rajouter un sous-titre qui est hommage à Nietzsche. Voilà. Là, c'est une installation présentée aussi au MAMCO, mais que j'avais faite au BHV, qui est en fait donc, des propositions d'une installation de suicide d'objets. Ce qui était assez drôle, c'est que j'avais présenté donc, cette installation au BHV, sachant que le BHV était ouvert à l'invitation d'André Poutman, qui avait organisé une exposition au 3e étage, je crois. Et en fait, un jour, j'étais venu faire les photographies de cette installation, et donc j'étais un peu en discrétion, je faisais les photographies, et il y avait un vendeur qui était à côté, il y a un client qui est arrivé et qui a regardé cette installation et qui a dit au vendeur... mais le vernis, on peut l'acheter à quel étage? Donc il voyait ça finalement comme une vraie présentation d'objets à l'intérieur du BHV. Et j'avais trouvé justement cette ambiguïté, pour le coup, assez plus qu'intéressante. C'est-à-dire que je trouvais que l'idée, en tout cas, que ça puisse être réellement à l'intérieur d'un magasin un présentoir, une installation de démonstration d'objets, parce que les gens demandaient où est-ce qu'on pouvait acheter les chaises, les choses comme ça. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez fascinant dans cette proximité. Donc là, c'est une installation, je crois que c'est sans titre, mais en gros, ce sont des harnais à manipulation. C'est une sorte comme ça de mise à nu d'un principe mental de manipulation, sachant donc qu'il y a des balcons, comme vous le voyez, qui sont des balcons inaccessibles. Il y a un enchevêtrement de cordes qui implique que s'il devait y avoir, c'est en tout cas le scénario de l'installation, s'il devait y avoir une manipulation sensée, il faudrait qu'il y ait un débat et un échange d'idées entre les personnes qui seraient censées, elles, être installées au balcon. Voilà. Sachant qu'il y a cet enchevêtrement de cordes, ça nécessiterait donc une sorte de discussion. Un objet ambigu, allez, je vais le redire, qui s'appelle module à structurer les foules. Donc c'est un module trois modules qui s'enclenchent les uns dans les autres et qui permettent... il y a un côté un peu galérien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte d'être installé dans ces modules à structurer les foules, les encoches sont des encoches qui permettent de se saisir de cet objet. Donc un groupe, je crois, de 10 personnes peut se déplacer automatiquement ordonné, d'une manière automatiquement ordonnée, sachant que les modules entre eux s'attachent, se fixent. Donc il y a vraiment cette idée de la constitution potentielle d'une foule ordonnée. C'est un hommage à Buster Keaton. Donc ça reprend une des scènes d'un des films de Buster Keaton où il lutte contre une tempête. Voilà, donc là c'est une sorte de mise à nu de ce qui avait été d'ailleurs nécessaire pour le tournage du film, puisqu'en fait Buster Keaton explique que en fait il est réellement pris dans une tempête artificielle, puisqu'il a fait installer
je crois, d'énormes ventilateurs ou peut-être des hélices d'avion qui donc provoquaient cette tempête pour les besoins de la scène de ce film. Bon, là, c'est une pièce que j'avais réalisée en Inde, qui avait été présentée dans une exposition qui s'appelait Paris, Delhi, Bombay à Beaubourg. Et c'est une pièce que j'avais réalisée, dont le titre est Éloge de la transgression, et que j'avais réalisée donc avec des artisans indiens. Il y a d'ailleurs quelqu'un dans la salle que j'ai rencontré à New Delhi. Voilà, donc c'est une pièce qui, moi, m'est très chère, que j'ai très peu montrée, et que j'espère remontrer bientôt. Bon, là, il y a plusieurs images. Donc, c'était... En fait, c'est ce qui avait motivé la fabrication, la réalisation de cette pièce. En fait, elle réunit différents moments qui, pour moi, ont été des moments forts lors des repérages que j'avais fait en Inde. Voilà. Donc là, ce sont des images d'une exposition que j'avais faite au Centre d'art de Sète, où d'ailleurs j'avais invité un artiste que j'aime beaucoup, Denis Savary, qui m'avait fait l'honneur d'accompagner cette exposition par moment. Donc, une des pièces que vous voyez là, cette espèce de trompette, c'est une pièce que nous avions réalisée en commun, qui en fait permettait de communiquer d'une cloison à l'autre, sans forcément voir à qui on s'adressait. Et cette trompette, mais je ne me souviens plus du terme, en fait était installée dans une salle que j'avais moi fait réaliser, qui était une salle dite fisheye, qui en fait était construite d'une manière à reconstituer ce qu'on verrait si on utilisait un objectif photographique qui s'appelle, je crois ici aussi, l'objectif fisheye. Ça fonctionnait assez bien. C'est plutôt rare que je fasse ce type d'installation, mais c'est vraiment là une pièce que j'aimerais bien remontrer. Le problème, il est que c'est des pièces qui sont montrables que dans des lieux qui peuvent recevoir ce type de pièces, ou en tout cas au moins les prendre en charge en termes de réalisation. Donc là, c'était une deuxième installation de la salle d'attente. Bon, ça, c'est pas une pièce que j'aime beaucoup, mais donc voilà, c'est une sorte de... C'est presque une pièce cinématographique dans le sens où c'est une sorte de reprise de scènes clichés assez éculées dans le cinéma, c'est-à-dire une personne qui serait cachée derrière les rideaux et qui regarderait... Mais en fait, c'est une pièce que j'avais faite, qui est une redite d'une pièce que j'avais faite dans une exposition qui s'appelle le Parcours Saint-Germain à Saint-Germain-des-Prés à Paris, où j'avais présenté donc un rideau assez bon, je commence à perdre mes mots, précieux. Et en fait, ça faisait une référence, en tout cas, presque finalement le prétexte de l'objet est plus intéressant que l'installation, je trouve. Mais en tout cas, j'avais lu que Staline faisait raccourcir, enfin les dictateurs assez fréquemment font raccourcir, Staline en particulier faisait raccourcir les rideaux, parce que ça lui permettait de voir au premier coup d'œil si personne n'était caché derrière. Voilà. Donc je trouve que ce rapport paranoïaque aussi à la vie quotidienne, en tout cas de ces gens-là, est assez fascinante. Voilà, bon. Alors là, je faisais une petite dépression à cette époque-là, donc j'avais fait un agrandissement d'une pilule de Lysanxia, hein, c'est un anxiolytique. Et d'ailleurs, je pense que cette pièce, qui au départ était présentée au sol, va être présentée maintenant d'une manière complètement différente. Donc je pense que là, la photographie montre une pièce qui n'est pas encore, selon moi, complètement aboutie. Voilà. Donc là, c'est un parcours de funambule, mais de funambule qui ne marcherait pas droit. Le sous-titre pourrait être Éloge de la déambulation. Voilà. Portrait tragicomique. Donc en fait, c'est une donc, sculpture hyper réaliste. Enfin, j'espère que je ne suis pas réellement comme ça, mais bon. Donc qui en fait offre 3 points de vue. Un point de vue de face où on assiste peut-être à quelqu'un qui aurait pu avoir éventuellement une rupture d'anévrisme ou un problème facial. Et en même temps, si on tourne autour de cette sculpture, d'un côté, je souris,
on s'aperçoit que je souris, et de l'autre côté, on s'aperçoit que je suis très triste. Voilà. D'où le titre Portrait tragicomique. Bon, là, ce sont des sculptures qui sont un peu plus récentes, que j'appelle des silhouettes, voilà, qui sont censées être des personnages furtifs. Celle-ci s'appelle l'explorateur, puisqu'en fait, elle reprend une sorte de position qui pourrait être très proche d'une position de jeu d'enfant, qui chercherait à se faire peur, en tout cas. Ou alors, c'est cette idée d'un explorateur modeste qui chercherait à découvrir un monde qu'il ne veut pas voir. Bon, je ne suis pas très convaincu par la manière dont je l'ai réalisé, mais bon, il faut l'assumer. Alors là, c'est une photographie que j'avais faite en, je crois, 2009. Donc il faut savoir que j'avais mis en sommeil, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mon travail photographique, parce qu'il me semblait que le travail photographique prenait un peu trop le dessus en termes de visibilité sur mon travail de sculpture. Et par contre, c'est la seule image que j'ai réalisée pendant à peu près 7-8 années, qui est une image très particulière, voilà. Donc en fait, c'est le titre qui est important, est éloge de la clandestinité, et le sous-titre Hommage à la résistance. Donc en fait, c'est une photographie que j'ai faite selon les ingrédients qui me sont chers, à savoir aucun recours à l'infographie. Donc je me suis rasé donc la tête, et ça reprenait les choses très simples qu'on connaît tous, mais qui étaient très utilisées par les résistants, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour rentrer en clandestinité au moins brièvement. Donc cette image aussi, elle a une référence, enfin, il y a une anecdote qui m'a beaucoup touché, qui était que Pierre Brossolette, qui était un résistant français, avait une particularité qui était d'avoir une mèche blanche qui faisait partie des éléments pour les Allemands, les nazis reconnaissables, et donc qui avait été parachuté, je crois, bon, sûrement je déforme beaucoup, en Normandie, disons. Il a été pris par hasard dans une rafle, et donc il a été emprisonné suffisamment longtemps pour que sa mèche blanche qui avait été teinte recommence à pousser, et donc il a été reconnu du fait de ce concours de circonstances. Donc pour moi, il y avait en tout cas... je ne voulais surtout pas qu'il y ait une référence qui m'intéresse beaucoup moins, en tout cas à l'aspect mafieux. Enfin, il y avait aussi Mesrine qui, par exemple, avait beaucoup utilisé ce type de choses. Mais il me semblait important que dans l'énoncé et dans le titre, il y ait cette référence à la résistance. Et puis là, bon, là aussi, c'est une photo qui a été très drôle à faire, puisque donc je suis sorti comme ça après avoir fait la photographie. Donc j'ai pu brièvement, en termes de relations immédiates, ressentir les impressions qu'on peut ressentir dans la clandestinité, puisque par exemple ma marchande de journaux qui me voyait tous les jours m'a pas reconnu, mais m'a reconnu à la voix. Enfin, il y a eu plein d'anecdotes comme ça que j'ai trouvées plutôt très intéressantes. Et puis là, il y a quelque chose d'assez... Enfin, moi je dis souvent, c'est un peu un prof d'histoire géo qui voudrait aller en Thaïlande et qui a fait une photo d'identité. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. J'aurais pu choisir un meilleur costume, mais volontairement, il y a vraiment une sorte de rapport au quotidien. J'ai une petite chaînette en or. Enfin, c'est vraiment l'esthétique la plus simple possible. Là aussi, pour la petite histoire, sur Wikipédia, je crois, enfin, en tout cas sur Internet, c'est la photographie qui est censée qu'on utilise pour me représenter. Et récemment, j'étais à Genève pour un spectacle de danse, et en fait, j'étais dans le hall de l'hôtel. Je voyais quelqu'un qui attendait. Et en fait, moi j'arrivais, donc j'ai dit, bon, Philippe Ramette, j'ai une chambre réservée. Et donc là, il m'a dit, mais vous êtes Philippe Ramette? J'ai dit, bah oui, c'est moi. Il m'a dit, mais vous ne ressemblez pas du tout à votre photographie. J'ai trouvé ça plutôt très... Voilà, une pièce qui s'appelle La sculpture déboulonnable. Donc en fait, c'est une sculpture supposée de dictateur, mais qui permettrait d'anticiper les changements de l'histoire, puisqu'elle est pré-sécable. Donc on peut la déboulonner beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que normalement. Ça reprend, il y a des images qui sont très connues, par exemple d'une sculpture de Saddam Hussein. Enfin, c'est en général le point de rupture de la sculpture. Voilà. Donc là, c'est facilité.
Alors, le visage est volontairement laissé dans le flou, puisque dans le scénario de cette sculpture, le dictateur n'est pas forcément encore connu. Bon, puis là, ce sont des personnages que j'ai pu faire un peu plus récemment, des silhouettes. Alors, le propos, il était, dans ce type de sculpture, en tout cas, de les approcher par leur forme des personnages tels que je peux les réaliser dans mes dessins. Donc il y avait cette sorte un petit peu de silhouette ou de personnages pas forcément, dont les traits ne sont pas forcément immédiatement reconnaissables. Donc là, par exemple, vous avez une vue d'exposition. Ah oui, là on voit mieux peut-être. Voilà. Et là, je crois qu'il y a une petite série de dessins qui sont des dessins tels que je peux les faire aussi et qui sont pour moi très importants parce que c'est indirectement, je pense, une manière de fixer une ambiance plus générale de mon travail. Donc, ils sont des dessins qui ne conserveront que le statut de dessin, qui ne donneront jamais lieu ni à une photographie ni à une sculpture. Quoique, en fait, je me trompe. Donc là, j'avais écrit sans titre, mais finalement, le titre n'est pas très bon. C'était l'escalade ininterrompue, ça aurait été mieux. Mais... Donc j'ai pas mal aussi utilisé le quiproquo, mais l'ombre dans mes dessins, mais aussi j'ai quelques projets là qui vont réutiliser des ombres incohérentes. Bon, il n'y a pas... Voilà, et je crois qu'on n'est pas loin de la conclusion. Enfin, donc là, par exemple, c'est un dessin, l'hésitation métaphysique, qui a donné lieu donc, à une sculpture, que je crois on voit voilà, par la suite, qui pour moi est une sculpture qui me pose problème dans la mesure où je pense qu'elle n'est pas terminée. Et pour l'instant, je n'arrive pas à voir en quoi elle n'est pas terminée. Mais en gros, cette sculpture, elle a cette facture blanche comme ça parce que je voulais qu'elle soit comme tirée d'un dessin. C'est peut-être ça, à mon avis, peut-être le problème. Mais cette hésitation métaphysique fait une référence, je crois, très directe aux dérives psychogéographiques chères à Guy Debord. Et en tout cas, fonctionne comme une incitation à la dérive à l'intérieur d'une ville où, a priori, les déplacements sont plutôt, en tout cas, sont censés être plutôt fonctionnels. Voilà. Donc là, en fait, ces panneaux indicateurs n'indiquent rien, sinon des directions potentielles différentes à prendre. Donc là, c'était une installation, brève installation au Jardin des Tuileries. Mais je pense que là, par exemple, je fais mon autocritique aussi, je pense que, par exemple, l'installation là, j'avais pas trop le choix, mais je pense que là, on était encore trop près d'un objet qui pourrait être fonctionnel. Idéalement, pour moi, cette sculpture aurait dû être au milieu d'un jardin et puisse être vue d'une manière assez éloignée. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir une distance entre soi et cette sculpture. Là, on était proche de la fonction d'un panneau. Et bien voilà, je crois que c'est terminé.